Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Il compte pour nous, la web-série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet d'expertise comptable en ligne Ça compte pour moi. Je suis Anna et je vous remercie de nous retrouver pour ce rendez-vous dédié au partage de moments agréables à travers un focus sur le parcours d'entrepreneurs inspirants pour partager avec vous les bonnes astuces, les bonnes pratiques et le retour d'expérience des chefs d'entreprise. Quel a été leur projet? Comment ont-ils passé le cap de l'entrepreneuriat? Quelles sont les étapes de la vie d'une entreprise? Ici, on partage les bons conseils et on s'inspire des histoires d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léopold Bache et Grégoire Rochefort, les gérants de Campagne. Campagne, qu'est-ce que c'est? C'est une cave à manger, épicerie fine à Toulouse. Cette adresse de la rue des Lois vous propose une immersion chez les bons vivants. On y déguste de délicieuses planches de charcuterie et des fromages, le tout associé à un subtil verre de vin ou une bière artisanale. Chez Campagne, les produits locaux sont sélectionnés pour leur finesse et leur qualité. Mais qui de mieux que les gérants pour vous en parler? Léopold, Grégoire, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va et vous? Ça va super, merci. Donc là, vous êtes chez Campagne, rue des Lois? Oui, ça tout à fait. Super. Mais merci d'avoir répondu présent pour l'interview Il compte pour nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, vos parcours, qui vous êtes? Bon, du coup, moi, c'est Léopold. J'ai 29 ans. Je suis gérant de campagne avec Grégoire. Pour me présenter, je suis un Toulousain. Avant de faire campagne, j'avais fait des études de commerce. Et on a ouvert le restaurant. Ça fait bientôt 2 ans maintenant. Et voilà, je vais laisser Grégoire se présenter. Moi, c'est Grégoire, 28 ans. J'ai beaucoup vécu à Toulouse. Et j'ai fait des études de communication avant de monter le projet. Ok, très clair. Et le projet, il est né comment? Alors le projet, donc avec Léo, on se connaît depuis le lycée à peu près. On s'est toujours suivi sans comment dire, on ne se fréquentait pas tout le temps, mais on a toujours été amis depuis toutes ces années. On s'entendait bien et on échangeait pas mal aussi sur nos vies pro. Et puis Léo, on pourra sans doute en parler mieux que moi parce que c'était lui qui avait eu l'idée à la base de faire un concept un peu bonne franquette avec des produits du terroir, de qualité. C'était lui qui avait eu cette idée-là. Il m'a parlé de ce projet, c'était l'été 2017. Et en fait, à ce moment de nos vies, on ne le savait pas ni l'un ni l'autre, mais nos agendas correspondaient et l'envie de monter ce projet-là. Donc, en fait, c'est parti de là. L'idée de base, on était d'accord tous les deux, on a été d'accord pour la faire évoluer, mais surtout, ce qui a mené au final là où on en est aujourd'hui, et même physiquement, c'est qu'à ce moment-là, nos agendas et nos envies pro pouvaient complètement concorder. Voilà, je laisserai compléter Léo. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on était tous les deux dans une posture où sont beaucoup d'étudiants en fin d'études, c'est-à-dire qu'on avait tous les deux fini nos études, mais on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire plus tard. Moi, j'avais cette idée qui me trottait dans la tête parce qu'en gros, je faisais du foot avec mon père et après les matchs de foot, on ne mangeait pas vraiment, mais on faisait des espèces d'apéros avec du pâté, du fromage, du vin, etc. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui font ça également. Et un jour, je m'étais dit, mais c'est ce qu'on fait là, il y a énormément de gens qui doivent le faire, mais pourtant, il n'y a pas un établissement où on peut le faire à Toulouse. Du coup, voilà, c'est de là qu'est née l'idée de faire des produits locaux, d'avoir des bons produits, et, voilà, sans chichi, quoi. Et voilà, donc après, entre l'idée et le moment où on le fait, il y a un monde. Donc, j'avais proposé cette idée à Grégoire à l'époque parce qu'effectivement, j'avais trouvé que ce serait chouette de le faire avec lui. Et effectivement, nos vies coïncidaient bien. Et à ce moment-là, on en a parlé un peu comme ça. Et puis, plus on y pensait, plus on trouvait que c'était évident. Ça répondait à pas mal de nos questions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et puis après, 2 ans après avoir eu l'idée à peu près, on a ouvert l'établissement. Ok. Donc, vous avez eu l'idée principale, on a réfléchi, vous vous êtes dit comment on va procéder, quel est le concept vraiment qu'on veut mettre en avant. Donc, en fait, c'est surtout fondé sur l'idée principale qui est de proposer des produits locaux sur un circuit court avec des producteurs sélectionnés par vos soins. Oui, alors il y avait ça, il y avait le fait que on voulait que ce soit accessible en fait, que ça touche un large public. C'était aussi parce qu'on
on s'y retrouvait, que moi aussi, j'ai fait du sport, j'ai la même expérience que Léo, mais souvent, c'était des produits achetés en supermarché ou plus ou moins à l'arrache. Et je pense que tout le monde connaît ce genre d'organisation. Et on avait cette idée. Après, on a une sensibilité, on a des familles issues de milieux agricoles et on s'était retrouvés plus tard que le lycée, quand on a eu les premiers pouvoirs d'achat, pouvoir aller au resto. Et en fait, on s'interrogeait sur ce qu'on mangeait, sur la provenance, sur comment c'était fait. Et chacun avec nos sensibilités par rapport notamment à nos grands-parents qui étaient agriculteurs. Et on se retrouvait là-dedans et on s'est dit que ça pourrait être un filon et qu'on ne devait pas être les seuls à avoir cette sensibilité-là. Exact. Vous avez rassemblé pas mal de Toulousains, je pense, sur le concept. Et donc, une fois que le business model a été établi, quelle a été la première étape pour passer justement au lancement du porteur de projet? Alors, en fait, là où on est, moi je me rappelle un truc qui m'avait surpris à l'époque, c'est que, parce qu'en fait, entre le moment où on a eu l'idée de faire ça et le moment où on a travaillé dessus, il y a eu un an de battement parce que j'étais en voyage en Amérique du Sud et Grégoire il était en train de finir ses études, ses stages, il faisait des formations, etc. Et pendant ces un an de battement où on a énormément cogité sur le projet, on avait une idée très précise. Et après, on s'est rendu compte, quand on a vraiment travaillé sérieusement sur le projet à mon retour d'Amérique du Sud, en cherchant des locaux commerciaux, qu'en fait, peu importe le concept, il est vachement guidé par l'endroit où on va le faire. Et c'est bête, mais suivant l'emplacement du local commercial, suivant le passage qu'il y a dans la rue, suivant s'il y a une cuisine ou pas de cuisine, suivant plein de règles comme ça va affiner l'idée de base qu'on a. Et je pense que si on avait été ailleurs, peut-être que le projet aurait ressemblé à autre chose. Et effectivement, donc on avait une base de business model, comme tu dis, qui s'est ensuite adapté au local commercial. Parce que ce qu'il faut savoir pour les entrepreneurs, c'est qu'on ne peut pas aller voir une banque sans un local commercial qui est d'ores et déjà signé, en fait. La banque, elle décide de se financer derrière le projet, derrière un local commercial. Et donc, en fait, le projet qu'on présente à une banque, il est présenté dans un local commercial. On n'arrive pas en disant, je veux faire tel concept, est-ce que vous me financez si je trouve un local commercial? C'est non, j'ai trouvé ce local commercial, je veux y faire ça, est-ce que vous me financez? Et du coup, le projet s'est affiné comme ça. Et ça a été la toute première étape, effectivement. D'abord, trouver un local et ensuite aller voir les banques. Ouais, moi, quand Léo coulait des jours heureux à l'autre bout du monde, j'ai fait une formation avec la région qui s'appelle BGE. En fait, ils sélectionnent tous les 2 fois par an ou chaque trimestre, je ne me rappelle plus bien, 10 ou 12 dossiers. Donc, il y a pas mal de gens en reconversion, mais aussi quelques profils plus jeunes qui sortent d'études pour en fait voir si le projet d'entrepreneuriat qu'ils ont est viable. Et en fait, on a un outil sur Internet qui nous permet de voir sur la première année, la deuxième année, la troisième année, les 3 premières années, donc on présente aux banques, nous permet d'affiner nos chiffres en fonction de prévisionnels, de choses qu'on s'est imaginées. On s'était basé sur ça et on avait dit, on va aller de suite rencontrer les banques et c'est eux qui sont un peu juges de paix dans cette histoire-là, c'est-à-dire en fonction de comment on est reçu et des retours qu'on a, on peut voir si oui ou non on est sur la bonne direction. Donc quand Léo est rentré, on a travaillé ça et on a travaillé sur ces 3 premières années qui sont très hypothétiques et qui ressemblent absolument en rien à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que la réalité c'est quelque chose d'autre. Et donc on s'est présenté aux banques immédiatement avec ce dossier-là, et comme dit Léo, c'est là qu'on voit si oui ou non l'hypothèse correspond à un local, correspond à ce qu'on veut faire, si tout s'emboîte en fait. Ok, donc le local, après le business plan, donc le prévisionnel, à partir de vos simulations d'activité. Et ensuite, donc une fois que ça a été validé par la banque, vous avez vraiment pu passer aux démarches immatriculation de la société, création. Comment vous avez fait cette démarche-là, cette veille, cette prise d'information pour être au courant de toutes les démarches qu'il y a à faire administrativement, juridiquement, pour créer une société? Alors, je pense que la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, on n'avait jamais fait ça. On n'avait pas idée du bourbier administratif que ça représentait. Et alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est comme tout le monde qui créerait une société sans y connaître rien, c'est qu'on s'est d'abord renseigné sur Internet, on a demandé aux gens dans notre entourage, les comptables, les avocats, etc., comment ça se passait, les amis qui avaient déjà ouvert des établissements, comment ça se passait. Et du coup, en fait, ça s'est fait étape par étape. On n'a pas eu la liste de tout ce qu'on avait à faire.
on avait d'abord un premier objectif, comment on crée une société, quel statut on choisit, est-ce que c'est une SAS, est-ce que c'est une SARL. On avait des rudiments de cours, moi parce que j'avais fait du commerce, mais honnêtement j'avais tout oublié. Et du coup, voilà, on a fait ça un peu étape par étape et on n'avait pas idée vraiment de toutes les étapes qu'il y avait avant de faire une société. Et je pense qu'en fait, si on avait eu idée, ça nous aurait un peu découragé. Et donc, en fait, ça s'est fait étape par étape, donc ça s'est plutôt bien passé. Et après, on a été accompagné par des avocats, par le cabinet Ça compte pour moi. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire la société. Ok. Donc là, si vous vous adressez à un porteur de projet, si vous devez vraiment prévoir dans les démarches, quel est votre conseil numéro 1? Déjà, je pense que c'est intéressant de faire un maximum de choses, d'essayer de faire un maximum de choses par soi-même pour comprendre comment ça marche. C'est du temps qui est consacré, c'est du stress, c'est énervant, mais derrière, on maîtrise mieux notre projet, on maîtrise mieux nos bases de projet. Et après, je pense quand même qu'en France, on a la chance d'avoir pas mal d'outils, que ce soit gratuits ou payants, pour connaître les bonnes directions. C'est arrivé qu'on s'appuie avec vous, Anna, avec Ça compte pour moi, sur des choses qu'on maîtrisait moins. Il y a d'autres choses où on s'est appuyé également sur les banquiers qui avaient plus ou moins envie de soutenir le projet. C'est arrivé qu'on soit soutenu par nos amis, comme a dit Léo, des amis à nous qui avaient ouvert des établissements, soit des restos ou des bars, dans ces démarches-là. Mais je crois que c'est quand même intéressant d'essayer d'être acteur d'un bout à l'autre de cette chaîne-là et de ne pas tout déléguer. Il y a forcément des gens qui nous aident de A à Z parce qu'il y a une grande quantité de papier à faire. Mais je crois que c'est intéressant d'en être partie prenante. Ok, donc de s'impliquer, de lire les documents, de prendre le temps d'analyser et pas complètement déléguer et fermer les yeux entre guillemets sur les démarches. Après, si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport à ça, le luxe qu'on a eu, c'est qu'en fait, on était à plein temps sur le projet. C'est-à-dire qu'en fait, on avait toute la journée pour travailler sur ça. C'est des choses qui sont très chronophages, ça demande de la concentration, etc. Donc c'est vrai que nous, on a fait ce choix-là de tout faire par nous-mêmes et de se renseigner, d'aller nous-mêmes faire les démarches au greffe du commerce, etc. C'est des choses qui prennent du temps. Avec le recul, je pense qu'on a bien fait. Comme dit Grégoire, on comprend beaucoup mieux notre société aujourd'hui et parce qu'on est passé par là, on sait en détail comment ça marche. Maintenant, c'est vrai que si jamais il y a des gens qui ont cette idée de monter une entreprise et en parallèle d'un travail, etc., forcément, je pense qu'ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes parce que c'est des tâches qui sont longues, etc., et il faut qu'ils en délèguent. Mais dans la mesure du possible, plus on en fait par soi-même, de un, plus on fait des économies, ce qui est important au début de projet, et de deux, mieux on comprend son projet, et pas que à l'instant où on le crée, mais même plus tard, si jamais ça marche très bien, que vous voulez ouvrir une autre société, ou si un jour vous avez des problèmes, ou on le voit aujourd'hui avec le Covid, en fait, tout ce qui est aide liée au Covid et les structures et les organismes qui les financent, etc., nous, on les connaît par cœur parce qu'on est nous-mêmes allés dans leur bureau pour créer notre société, pour demander des aides, pour demander des formations. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et aujourd'hui, on se félicite d'avoir passé ces étapes-là par nous-mêmes parce qu'honnêtement, si à l'époque, on avait eu la flemme et qu'on avait tout délégué, on n'y comprendrait pas grand-chose aujourd'hui. Oui, du coup, si aujourd'hui, on vous dit il faut vous référer au SIE ou faire un CERFA au greffe, tout ça, ça vous parle. Exactement, c'est ça. C'est un bonheur. Voilà, c'est que du plaisir. Je n'ai pas dit ça, mais en gros, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tout le long de votre projet, du dessin du business model au prévisionnel à la concrétisation, vous avez suivi un modèle où il y a une personne qui vous a inspiré, une société, vous avez dit j'aimerais bien que Campagne, ça se transforme de la même manière, ça évolue comme ça? En fait, je pense que alors, les business models, il y a des espèces de formats qu'il faut toujours respecter. Il y a des étapes à respecter. Bon, il y a plusieurs versions de business model, mais globalement, les banques, elles demandent plus ou moins les mêmes choses. En gros, l'idée, pourquoi on pense qu'il y a une opportunité sur cette idée-là, pourquoi il y a un marché, et ensuite, dans les détails, les chiffres. C'est surtout ça qui les intéresse, parce qu'eux, ils veulent savoir concrètement le risque financier qu'on prend, le risque qu'ils prennent, est-ce qu'ils vont gagner de l'argent, est-ce que c'est viable, tout simplement, c'est logique, ils vendent de l'argent. Après, nous, dans la structure du projet, comment on a eu l'idée et comment on l'a développé, je
dirais pas qu'il y ait une inspiration particulière où on a vu quelque chose à l'étranger ou à Paris en se disant qu'il faut faire la même chose à Toulouse. L'idée, elle venait vraiment de nous. Et je pense que par rapport à ça, ce qui était bien, c'est que on marchait beaucoup parce qu'on se disait, ben, on connaît bien le marché toulousain. Nous-mêmes, on est des Toulousains avec des familles qui viennent pas de Toulouse. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça à Toulouse. Et clairement, il y a un marché, mais c'était vraiment lié à notre ville. On ne s'était pas dit au début, allez, on va le faire à Toulouse, puis à Paris, puis à Londres, j'en sais rien. On avait vraiment un truc où on savait que ça fonctionnerait à Toulouse parce qu'on connaissait vraiment le marché toulousain. Et après, sur les inspirations plus génériques, ben, je pense qu'en fait, tout le monde en tant que client, même pas forcément avec un projet de restauration, on fait tous une veille sans le vouloir en allant au restaurant, en regardant ce qui nous plaît, pourquoi mon établissement préféré, pourquoi mon bar préféré, je m'y sens bien, pourquoi mon restaurant préféré, je m'y sens bien. Et puis tous ces éléments-là, parce qu'on aime aller au restaurant, on aime sortir, on les avait emmagasinés au fil des années et on savait ce qui, nous, en tant que clients, nous faisait plaisir dans l'établissement. On voulait juste le retranscrire en tant que créateur d'entreprise. Okay. Par rapport à ça, l'avantage, on n'en a pas parlé au début, mais je pense que ça peut être valable pour les questions antérieures et sans doute pour les questions futures, Anna. C'est aussi qu'on est deux. Et je pense, pareil, tu me demandais tout à l'heure si on avait des conseils et tout, c'est que même quelqu'un tout seul qui voudrait créer son entreprise, ne pas hésiter à échanger, à questionner, à parler autour de lui, juste sur déjà les influences, ses ressentis. Nous, je pense que vraiment le fait d'être deux, la dynamique créée, que si l'un de nous deux a une idée ou une question ou même une peur, ça arrive parfois, quoi que ce soit, on en a toujours parlé, on a toujours échangé, et résultat, quand on conjugue les analyses de nos proches et qu'on regroupe ça et qu'après on en fait part à l'autre et que lui c'est pareil, ça enrichit constamment ce qu'on peut créer. Donc nous, par exemple, ce qui est facile pour nous parce qu'on est deux, c'est vraiment ce dialogue-là qui nous a permis de se dire, moi j'étais dans tel resto, j'ai vu ça, moi j'étais dans tel bar, j'ai vu ça, dans tel lieu ils font ça, c'est intéressant. Et vraiment, je pense que ça va plus vite. C'est avoir cette ouverture sur le marché, sur la veille, et être conscient de ce qui se fait. Et ouais. Comment aussi continuer à avoir votre identité, communiquer vos valeurs et rester fidèle à ce que vous voulez. En fait, ce que tu viens de dire, c'est important parce qu'en fait, nous, en tant que jeunes créateurs d'entreprise, en particulier dans un monde qu'on ne connaissait absolument pas, qui était celui de la restauration, parce qu'on n'était pas du tout du métier, on n'avait que très peu d'expérience là-dedans. L'erreur qu'on a peut-être fait au tout début, c'est qu'en fait, on arrivait avec beaucoup d'humilité, donc en fait, on posait beaucoup de questions à nos proches, ce qui est important, ceux qui s'y connaissaient mieux que nous. Et effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont été d'une aide très précieuse. Mais en fait, lorsqu'on arrive dans la deuxième étape du projet, que ça devient plus précis et qu'on commence à avoir une bonne connaissance de à quoi ça va ressembler et de toutes les questions qui en découlent, il y a eu un moment, je me souviens, où on s'est dit on devrait peut-être arrêter de poser des questions à tout le monde sur ce qui est leur opinion de ce que ça devrait être ou ce qu'on devrait faire, parce que finalement, il y avait personne qui pensait plus au projet que nous. Et par rapport à ça, on s'est dit, bon, aujourd'hui, on va s'écouter, je ne vais pas dire qu'on est sûr de nous, mais on avait tellement réfléchi au projet que ça devenait presque contre-productif de demander trop leur avis à des gens qui n'avaient pas autant réfléchi au projet, parce que ça n'apportait plus de valeur ajoutée. Et donc, c'est un conseil que je peux donner à des gens qui veulent créer une entreprise. C'est très important de prendre le maximum d'informations, que ce soit sur Internet ou avec les proches ou avec des professionnels. Mais parfois aussi, il faut aussi s'écouter sur son projet, sur ses bonnes idées. Parce qu'en fait, concrètement, si on demande à tout le monde son avis, tout le monde donne un avis différent et ça peut brouiller les pistes ou ça peut être contre-productif parce qu'on ne sait pas qui a raison, qui a tort et qu'est-ce qui va marcher. Et aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont donné des conseils que si on avait appliqué, n'auraient pas marché. Il y a des gens qu'on a moins écoutés alors que c'était des conseils qui étaient bénéfiques pour nous. Donc, il faut vraiment trouver le curseur entre chercher les informations, mais pas non plus se laisser embrouiller ou pas se faire concrètement, voilà ce que tu disais tout à l'heure, d'oublier l'idée de base. D'accord, oui, quand même suivre ces guidelines tout en étant ouvert aux remarques, aux conseils, mais voilà, faire la part des choses pour garder son identité. Ok, très clair. Donc, vous avez démarré tous les deux? Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes combien chez Campagne? On est 11 au total. C'est énorme. Nous inclus, du coup. Ouais, nous dedans, entre Campagne et Villette, on est 11. Ok, donc vous avez créé des emplois. Et aujourd'hui, vous êtes employeur. Ouais, c'est ça. Ça fait quoi d'être employeur? Ouais,
aujourd'hui, ça fait clairement partie des plus grosses satisfactions parce que c'est assez récent encore pour nous le projet. En même temps, quand on se retourne un peu, notamment à cette période qui permet ça, euh, comment dire, on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes avec nous aussi vite dans le projet. On a démarré à 3 dans nos prévisionnels, il y avait peut-être la deuxième année un cuisinier avec nous pour le midi. Et au final, ce cuisinier, il est arrivé au bout de 3 mois et ça s'est passé comme ça. Donc vraiment, aujourd'hui, si on est toujours dedans, même quand on se retourne sur ce qu'on a fait, parce que le temps nous le permet, mais on est toujours dans l'avancée, on est toujours sur demain, on ne calcule pas ce chemin parcouru, on l'analyse, mais on ne reste pas dessus. Mais ouais, c'est clairement l'une des plus grosses satisfactions aujourd'hui, d'avoir du monde avec nous et que le projet permet factuellement à des familles de vivre. Ouais, c'est ça, en fait, je rejoins Greg sur ce qu'il vient de dire à l'instant. Factuellement, c'est ce côté-là, c'est souvent ce qu'on dit avec Grégoire, c'est que, ben oui, factuellement, on a un projet qui marche très bien, on a embauché beaucoup de monde et, euh, c'est une satisfaction, ça c'est clair et net, comme dit Grégoire, le fait qu'on arrive à faire vivre 9 personnes, 8 personnes grâce à notre projet, c'est vachement valorisant, mais on a du mal à en prendre la mesure parce qu'en fait, du fait qu'on a tout le temps la tête dans le guidon, qu'on travaille beaucoup et qu'on est tout le temps avec les équipes, on n'a pas ce recul pour se dire bon, aujourd'hui on en est là, on pense souvent au demain ou à l'après-demain et parfois peut-être qu'on ne le savoure pas assez, mais en même temps on n'a pas vraiment envie de le savourer parce que pour nous c'est pas une finalité en soi. Et c'est vrai qu'il y a ce décalage entre la réalité du projet et sur ce qu'il devrait nous apporter en épanouissement personnel et dans la réalité comment on le ressent. C'est vrai que moi, lorsque j'étais en train de faire le projet, on m'avait dit ben, dans 2 ans, vous allez être 11, j'aurais jamais cru, j'aurais trouvé ça formidable, mais aujourd'hui, on est 11, je suis vachement satisfait, mais je me dis pas waouh, c'est la folie, on a plein d'employés, c'est pas ça la réalité parce que ça amène aussi d'autres problématiques et qu'il faut régler petit à petit, etc. Mais c'est vrai que, comme dit Grégoire, un des avantages du confinement, c'est que ça nous permet de complètement décrocher du projet, de se déconnecter et de prendre effectivement la mesure de l'importance du projet aujourd'hui, et notamment pour les gens que ça permet de faire vivre. En tout cas, c'est très beau et c'est hyper encourageant de voir que justement, par rapport au prévisionnel qu'on se fixe et à l'évolution de l'activité, ça peut aller beaucoup plus vite et dans des dimensions décuplées. Ouais, et du coup, par rapport à ça, on parlait du lendemain, du surlendemain. Si là, on devait faire une projection et parler de campagne dans 5 ans, vous voyez alors, on a, je ne sais même pas si on a des idées parce que on ne sait même pas où on sera dans un an en fait. On essaye de développer au maximum. On a donc ouvert, on en a parlé un peu tout à l'heure, on a ouvert un bar juste à côté du restaurant qui fait aussi restauration. Il y a le midi, il y a le soir. Donc, ça fait qu'1 an et demi, presque 2 ans, mais 1 an et demi que vraiment on est ouvert et on est à 2 établissements depuis même pas 1 an. Donc, le temps de tout calibrer, le temps de voir les choses qui fonctionnent moins. Là, clairement, aujourd'hui, c'est allé très vite jusqu'ici. Il y a peut-être un temps où il faut qu'on consacre à ce que ça, à stabiliser vraiment le projet. Alors après, on regarde ce qui se fait, on voit sans doute aussi, nous, des opportunités. On parlait tout à l'heure de veille et d'analyse. On continue à regarder ce qui se fait à côté. Donc, il y a peut-être des idées qui vont émerger, etc., des opportunités qui vont se créer, qu'on va saisir ou pas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je pense que 5 ans, c'est vraiment dans très longtemps pour nous. On se projette, en plus à la période actuelle, on se projette tous les mois presque, quoi. C'est le maximum où on voit. C'est exactement ça. En fait, justement, quand on donne le dossier à la banque, c'est une des questions qui posent souvent les banquiers, c'est pour à peu près savoir la vision qu'on a du projet à long terme, ne serait-ce que par rapport à nos vies perso, entre autres. Et ils nous demandent où est-ce que sera le projet dans 5 ans, dans 10 ans. Et à l'époque, on répondait peut-être qu'il y aura une campagne à Montauban, à Albi, parce que c'est des endroits qui sont propices à ça. Et on se faisait des projets comme ça. Concrètement, c'était plus pour remplir le dossier de banque que parce qu'on y croyait vraiment. Et effectivement, dans la réalité, c'est ça. En fait,
il y a vraiment un énorme décalage entre le dossier qu'on a fait à la banque et la réalité des faits, entre les rythmes qu'on s'était donnés à la banque et dans la réalité, ça va beaucoup plus vite. Et pour ça, comme dit Grégoire, on a peut-être une idée de à quoi ça ressemblera dans 1 an et peut-être aucune dans 2 ans. Il y a vraiment un énorme décalage par rapport à ça. On le voit aujourd'hui avec le Covid, c'est des trucs, il y a tout le temps des imprévus. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais voilà, c'est vraiment un truc qui… Ce qui est paradoxal, c'est qu'on pense tout le temps à demain, mais on n'a pas d'idée de à quoi ça va ressembler en fait. Concrètement, nous, dans la réalité des faits, ce qu'on fait souvent, je vais donner un exemple simple. Lorsqu'on a ouvert, c'était en été. On a la chance, nous, d'avoir une belle terrasse. Ça marchait très bien. À l'époque, on faisait des sandwichs. Le midi, on faisait des sandwichs et des salades. Ça marchait bien parce que c'était des trucs qui marchent bien l'été. Mais on se disait, bon, c'est super, ça marche bien, c'est le début du projet, mais cet hiver, il n'y aura plus la terrasse. Les gens, les sandwichs froids en hiver, ça se vend moins. Qu'est-ce qu'on fait? Et on a eu l'idée de faire la cuisine. Et c'est comme ça qu'on a passé l'hiver grâce à la cuisine. Et en fait, on pense tout le temps à la saison d'après. Mais à aucun moment, on se dit, bon, là, on va faire ça parce que grâce à ça, en 2022, on en sera là. En 2025, on en sera là. On n'en a aucune idée. Franchement, ce serait mentir de dire qu'on a cette vision. Ouais, c'est au jour le jour, un petit peu d'improvisation. Et après, oui, forcément, les besoins aussi sont évolutifs. On n'a pas forcément on peut pas anticiper les intentions d'achat ou les modes de consommation. En fait, après, peut-être que par rapport à d'autres entreprises qui travaillent avec ça, pour moi, c'est peut-être très spécifique à la restauration, mais en restauration, ça change tellement vite. Il y a tellement de turnover avec les équipes, de changements de mode, de mode d'établissement, même tout simplement, qu'en fait, on ne peut pas se projeter à 5 ans. Je pense qu'il y a d'autres secteurs d'activité où il faut se projeter à 5 ans, où les projets sont sur du plus long terme. Mais en tout cas, dans la restauration, ça va très vite. Et la vérité d'une année n'est pas celle de la suivante. Et pour ça, je pense qu'il est important de se projeter, d'essayer d'anticiper les problèmes au maximum. Mais globalement, ça ne sert à rien de se projeter à 2023 parce que très probablement que la prévision, elle sera à côté de la plaque. Oui, et puis à tout moment, il y a une pandémie. Donc, c'est ça, exactement. Ok, très clair. Merci pour ces réponses. Si vous deviez remercier des personnes pour vous avoir accompagné, épaulé, conseillé, ce serait orienté vers qui? Alors, moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que déjà, il y aurait nos familles, clairement, parce que ça fait un moment qu'il y a le soutien, ça fait partie des premières personnes à qui on a parlé du projet, qui ont cru en nous. C'est aussi une peur des entrepreneurs, d'ailleurs, quand ils parlent de leur projet. Souvent, c'est l'entourage qui dit « Ah ouais, mais t'es sûr, ça c'est dur, ça se fait déjà, ça existe déjà. » Et honnêtement, je connais un peu maintenant aussi la famille de Léo, je le laisserai confirmer, mais moi, j'ai pas du tout eu ce son de cloche dans les gens pour qui, pour reprendre un des thèmes, ça comptait pour moi. Je veux dire, tout le monde m'a encouragé là-dessus. Donc, je pense déjà nos familles, nos amis, ce qu'on a en commun. On parlait des entrepreneurs qu'on avait en amis qui nous ont aussi dit de suite « Ah, c'est trop chouette, lancez-vous, c'est cool, ça fait plaisir, etc. » Donc, moi, déjà, premièrement, je penserai à eux. Je penserai aussi à nos employés depuis le début. Honnêtement, les conditions dans lesquelles on travaille sont très agréables et c'est aussi lié à eux et le soutien qu'on a au quotidien parce qu'ils voient les tâches qu'on fait, ils voient ce qu'on fait à côté, ils voient comment on essaye de faire évoluer les choses avec eux. C'est un énorme soutien et on parlait tout à l'heure de la satisfaction des employés. Il y a aussi une satisfaction au jour le jour de travailler avec ces gens-là, clairement. Ouais, c'est ça, je reviens complètement Greg. Les premières personnes, c'est la famille, effectivement. Je pense que la chance qu'on a, c'est d'avoir des familles qui nous soutiennent parce qu'effectivement, faire une entreprise, c'est une pression énorme, qu'elle soit physique ou psychologique. Et je pense que, je ne sais pas si j'aurais la même vision du projet au tout début ou les mêmes certitudes si j'avais une famille qui ne m'avait pas soutenu, qui mettait des freins à mes idées, etc. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un soutien moral de ses très proches. En suivant au début du projet, effectivement, nos amis qui nous ont conseillé, etc. C'est vraiment une aventure collective. On avait fait une cagnotte, il y a vachement de gens qui ont répondu présent, je me souviens. Ça nous avait beaucoup encouragé au début du projet, avant même qu'on ouvre. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés, ne serait-ce que pour les travaux, et c'est vraiment quelque chose de très collectif. Je me souviens qu'à cette époque-là, on s'était dit que s'ils n'étaient pas là, on n'aurait jamais pu ouvrir sans eux, quoi. Et après, en effet, comme dirait Grégoire, dans le quotidien, c'est l'équipe qu'il faut remercier.
parce qu'on a la chance d'avoir une super équipe avec qui on s'entend très bien. Et je pense que c'est comme dans n'importe quel boulot ou secteur d'activité ou dans n'importe quelle étude, quand le matin on se réveille et qu'on sait qu'on va voir ses potes ou des gens avec qui on s'entend très bien, ben, c'est un régal et c'est beaucoup plus facile à vivre que quand on s'entend pas aussi bien. Et je pense qu'en particulier dans la restauration où c'est un métier de contact, c'est important de bien s'entendre à les équipes parce que quand l'équipe s'entend bien, les clients le sentent, le succès chez nous. Et pour ça, je pense qu'on peut vraiment remercier les équipes qui ont travaillé chez nous ou qui travaillent encore avec nous. Top. Ben, on leur passe le bonjour et on leur dit bravo. Est-ce que vous pouvez me faire une petite parenthèse sur votre organisation en tant qu'entrepreneur, sur tout ce qui va être comptabilité, comment vous le gérez au quotidien? Ouais. Alors, pour la comptabilité, on passe par le cabinet Ça compte pour moi. Donc, on en a entendu parler, c'est un ami à moi qui s'appelle Salim qui me l'avait chaudement recommandé parce qu'il était comptable là-bas. On ne savait pas que les cabinets en ligne existaient à l'époque. Et donc, on avait discuté avec Grégoire et effectivement, le fait que ce soit en ligne, ça avait le double avantage. D'abord, c'était le premier des avantages, c'est que c'était moins cher que les cabinets classiques. Et le deuxième avantage, qui pour certains pourrait être perçu comme un inconvénient, mais pour nous, c'était parfait, c'est qu'en fait, du fait que ce soit en ligne, on faisait une partie du travail, c'est-à-dire qu'on catégorisait les tâches comptables, etc. Et ça nous permettait de mettre un premier pied dans la comptabilité, de mieux comprendre ce qu'on faisait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on y voit beaucoup plus clair, on comprend mieux nos comptes et concrètement, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, la comptabilité, c'est super important. Et en particulier pour les jeunes entrepreneurs, je pense qu'il ne faut jamais complètement le déléguer parce que ça peut être facteur de mauvaise surprise. Et pour ça, ça compte pour moi, c'est bien parce que c'est un bon équilibre. Et on est accompagné au téléphone quand on en a besoin, on fait une partie du travail, on comprend mieux. Et aujourd'hui, je pense que même si on y voit beaucoup plus clair dans notre comptabilité, on aime bien avoir cette espèce de vision que permet le cabinet en ligne et pas donner un classeur avec toutes les factures à un comptable et qui se débrouille avec. Ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait faire aujourd'hui. Ok, donc vous voyez vraiment comme une collaboration où les deux parties en tirent des bénéfices. Oui, clairement. Clairement, nous, ça nous oblige à quand même essayer d'être rigoureux un maximum. Et bon, de toute façon, il faut que nos comptes soient certifiés par un cabinet comptable. Donc, nous, dans notre secteur d'activité, on est obligé de passer par un cabinet comptable. Mais en plus, ce dialogue est enrichissant. Léo parlait du métier de contact aussi sur le point d'avant. Là, c'est pareil. On est en contact avec nos clients, mais on est aussi en contact avec un cabinet comptable, avec des avocats. Et là, pour le coup, en étant relativement jeunes tous les deux, c'est aussi épanouissant de travailler en contact de plein de métiers différents, et y compris celui-là où souvent ça fait un peu peur. Bon, c'est pas toujours du plaisir, mais c'est aussi c'est aussi un accomplissement que de savoir de quoi est fait la comptabilité de notre entreprise. Oui, vous avez des connaissances pluridisciplinaires de par votre statut et de par votre façon, le choix que vous voulez, les choix que vous avez faits pour diriger la société. Exactement. Moi, je pense que c'est un des trucs qui me plaît le plus dans ma vie aujourd'hui, malgré les montagnes de travail qu'on a au quotidien. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, on ne s'en lasse pas parce qu'on touche à tout. On fait de la communication, on fait de la comptabilité, on fait du droit, on fait du marketing, on fait du service de restauration, on en apprend plein sur les produits, sur les saisons, sur les recettes. C'est vachement intéressant et épanouissant au quotidien d'avoir autant de diversité dans les tâches qu'on est amené à faire. Et on fait du RH aussi, c'est super important, le management. En fait, c'est vraiment un truc que moi me gênait dans mon ancien boulot, c'est-à-dire que je me disais, mais en fait, j'ai fait toutes ces études avec autant de matières différentes pour au final, on n'en utilisait qu'une, je ne me voyais pas continuer comme ça. Et effectivement, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qui est risqué, qui est difficile, il y a des doutes, il y a beaucoup de travail et c'est vraiment pas quelque chose que tout le monde peut être amené à faire, je pense. Mais globalement, ça amène aussi un épanouissement personnel et professionnel derrière qui vaut vraiment le coup. Et on s'est souvent dit avec Grégoire que même si on avait fait faillite, ça nous a apporté tellement de choses du point de vue personnel et professionnel que franchement, non, c'est vraiment un truc qui est bien, c'est le côté latéralité des compétences. Enrichissant. Exactement.
Ok, très clair. Non, mais c'est vraiment très complet. Je pense que ça a donné pas mal de réponses aux porteurs de projets qui ont visionné ça. Dans tous les cas, votre projet reste beau, dynamique, motivant et inspirant. Moi, je tiens vraiment à vous féliciter pour tout ce que vous avez mis en place, pour votre dynamique, pour les produits que vous proposez. C'est toujours un plaisir de venir à Campagne déguster des plats. C'est gentil, merci. Et une hâte, c'est d'y remettre les pieds. Donc, je vais voir au plus vite parce que pour l'instant, on est là au moment de l'interview, on est mi-décembre, on n'a toujours pas de date de réouverture, mais on espère que ce sera le plus tôt possible pour pouvoir accueillir à nouveau nos clients qui nous demandent. Ils ont répondu présent début juin à la réouverture et là, il nous tarde de les revoir au février, mars, janvier, on sait pas. Super. En attendant, on vous suit sur les réseaux sociaux? Ouais, sur Instagram, Campagne Toulouse. On a aussi le bar à côté, donc Buvette Toulouse. Sur Facebook aussi, on est présent, Campagne Toulouse, Buvette Toulouse. Et après, le site internet, campagnetoulouse.com. Ok, super. Merci beaucoup, les garçons. Merci à vous. Merci à toi, Anna. Merci pour votre temps, pour ce retour d'expérience. À très vite. À bientôt. Merci. Bye. Bye. Merci les entrepreneurs d'avoir suivi cette interview de Campagne. Les deux entrepreneurs, Léo et Grégoire, toulousains, mais c'est pas forcément fermé aux autres entrepreneurs. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Il compte pour nous très prochainement. Merci d'avoir visionné. À bientôt.